Ça a été une étape et vraiment quand il a découvert l'appareil, il était heureux. C'était comme s'il y avait une voix, comme s'il verbalisait quelque chose, pour de vrai. J'étais fier de lui, parce que je sais que c'est aussi un peu contre sa nature. Donc ça me faisait plaisir de trouver des activités ou des points communs qu'on avait tous les deux. Bonjour, bienvenue dans C'est ça aussi l'autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline Dewez et pour cette semaine du Podcaston, je me joins aux plus de 1500 créateurs de podcasts participants et vous présente l'association Autisme et Famille Hauts-de-France. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne au quotidien des personnes sur le spectre autistique, pour la plupart lourdement handicapées, et propose des solutions d'hébergement de jour ou à plein temps. Autisme et Famille, c'est 450 familles accompagnées dans les Hauts-de-France et 15 établissements qui couvrent tous les âges de la vie avec empathie et authenticité. Le podcaston me semblait être le moment idéal pour vous en parler et pour l'occasion, je vous propose un épisode inédit, direction chez Maxime, 37 ans, diagnostiqué à 5 ans et dont le père François préside l'association. Vous n'entendrez pas Maxime dans cet épisode car il ne parle pas pour s'exprimer, mais j'ai demandé à sa mère et ses 3 frères de me raconter une anecdote de famille, un moment ordinaire qui finalement ne l'était peut-être pas tant que ça. Je m'appelle Sylvie, je suis la maman de Maxime, qui est un jeune autiste de 37 ans. Très vite, on s'est rendu compte du fait qu'il était le 3e de la fratrie, qu'il n'avait pas un comportement tout à fait normal, que c'était différent de l'évolution de ses frères. J'ai essayé de faire appel à mes souvenirs, c'est tellement loin. Ce dont je me souviens, c'est quand il était petit, vers 2 ans, je lui chantais des chansons, et il fredonnait, il répétait. Puis il est arrivé un moment, il n'a plus du tout été dans la répétition, mais je pense, on lui montrait les choses, quand il s'agissait de lui faire choisir, c'était entre 2 objets. C'est vrai qu'il a perdu, je ne veux pas dire l'usage de la parole, parce qu'il a jamais... Si, il a émis quelques sons à une époque, en même temps qu'il fredonnait, il disait « maman, maman, maman », et puis après tout ça, ça a disparu. Et il pointait beaucoup pour nous montrer ce qu'il voulait, et puis on essayait d'être à l'écoute et de comprendre ce qu'il nous demandait. Après, il a vraiment perdu toute forme de son. Alors aujourd'hui, il n'a toujours pas de communication verbale, mais il émet des sons un peu gutturaux, des rrrr, et ça s'amplifie quand il est content. Quand il est arrivé à l'âge de 10 ans, il a pu rentrer au centre du parc Barbieux à Roubaix. Et là, il y avait des équipes qui étaient déjà très en avance dans la prise en charge de l'autisme et qui avaient mis en place des modes de communication assez efficaces. Le PEX qui commençait à se développer à l'époque, c'est des images avec des mots. Donc il s'est retrouvé avec une multitude d'étiquettes, avec des demandes qui étaient catégorisées en fonction de l'alimentation, de l'hygiène, des loisirs. Arrivé un moment, la directrice nous a proposé un outil qui s'appelait le Babar. Alors il y avait les scans, alors on prenait l'appareil, il allait choisir sa demande, et ça faisait un ding, hop, il scannait le truc, et là, effectivement, il y avait quelqu'un qui parlait. Ça a été une étape, et vraiment, quand il a découvert l'appareil, il était heureux. Je me souviens, il feuilletait très très rapidement tout, et puis il allait de demande en demande. C'était peut-être pas très organisé, mais on avait l'impression qu'il avait vraiment envie de tout découvrir d'un seul coup, qu'il avait envie d'entendre ce que lui aurait peut-être eu envie de dire. Donc à partir de là, il y a un de ses frères, Vincent, qui se passionnait pour toutes ces formes de communication aussi, et puis qui travaillait dans l'informatique, qui a essayé d'améliorer les choses en lui confectionnant justement une tablette avec des demandes beaucoup plus larges. Et je me souviens de la première fois où on a pu lui présenter le nouvel outil, mais Maxime était fou de joie, il faisait des bonds. On avait l'impression qu'à travers les demandes, il entendait sa propre voix. On a vraiment vu une grosse progression. Et les demandes ont toujours été bien appropriées.
c'est vrai que on se rendait compte que dans sa tête, les choses étaient quand même assez bien organisées. Bon, alors évidemment, avec ce genre de communication, on n'explore pas toutes les pistes, hein. Je suis triste, je suis fatiguée, bon voilà, dans les grandes lignes. Mais après, aller explorer derrière, pourquoi il est triste, bon, ça malheureusement, on n'a jamais pu le faire, quoi. On le voit qui régulièrement continue à faire des acquisitions et puis voilà, il est plus tourné vers les autres, il observe plus ce qui se passe autour de lui. Si par exemple on oublie de prendre les clés de voiture ou quand je le raccompagne à son centre ou que j'oublie de prendre ses papiers, tout ça maintenant il le voit. Et moi je trouve que c'est énorme. Et à chaque fois que ça a été d'abord cet outil et ensuite la tablette, on voit que c'est un moyen de communication qui lui permet d'exprimer ce que lui-même ne peut pas dire. Alors moi c'est Vincent, j'ai 40 ans, je suis le deuxième grand frère de Maxime. J'ai une anecdote qui me revient. Il était petit, je crois, il avait genre 10 ans, un truc comme ça. On était en vacances et on était autour de la piscine. Donc voilà, tu vois, après-midi normal, etc. Et à un moment, il y a une guêpe qui arrive, qui s'approche, et en fait qui s'approche de lui. Et n'importe quel enfant aurait peut-être été pris de panique, peut-être stressé, se serait mis à crier, etc. Et en fait, je me souviens avoir observé Max, parce que j'allais y aller pour justement chasser la guêpe. Et en fait, il a vu la guêpe, et en fait, très calmement, très naturellement, il a juste fait un mouvement pour que la guêpe s'en aille. Mais sans stress, sans s'énerver, tout ça. Et ça a marché. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Soit il n'a pas conscience du danger, et en fait, il agit comme ça, et c'est tout. Soit il a très bien conscience du danger, et au contraire, il a géré parfaitement bien, et en fait, pour lui, c'est naturel d'agir comme ça. Soit, je sais pas, il y a encore autre chose. Et aujourd'hui encore, je suis incapable de dire. Ça m'a marqué parce que, en voyant ça, je me suis dit, mais waouh, comment il a géré ? Et encore aujourd'hui, je te dis, donc avec 30 ans de recul, je sais pas si réellement c'est parce qu'il a géré ou alors si c'est autre chose. Honnêtement, je sais pas. Mais il doit avoir des notions différentes, des visions différentes des nôtres par rapport au monde et par rapport effectivement à la perception de l'environnement qui l'entoure. Et ça, clairement, pour moi, ça reste un mystère. C'est très compliqué de savoir ce que réellement il pense, de réellement il ressent. Très tôt, quand il était petit, au centre, on lui a donné des outils pour communiquer. On n'a jamais su si il savait lire, si c'était de la reconnaissance de forme, quel procédé il utilisait réellement pour choisir ses étiquettes. Pour autant, c'était pas des coups de bol, parce qu'à chaque fois c'était pertinent, les demandes qu'il faisait étaient toujours adaptées. Partant de ce constat, donc ça c'était il y a 30 ans, c'était les années 90. À l'époque, tout ce qui était informatique, t'avais pas internet, on était sur des PC qui avaient très peu de capacité. Mais en fait, assez tôt, moi j'ai eu cette idée de dire il faut lui fournir un outil qui puisse l'aider au quotidien. Et j'ai toujours gardé cette idée en tête. Et j'ai commencé à monter un projet donc en 2008-2009 que j'avais baptisé Maxcom. C'était assez simple, l'idée c'était d'avoir une application que les parents pouvaient utiliser pour créer des fiches. Et après, donc, tu avais une application sur smartphone avec une synthèse vocale. Et donc lui pouvait naviguer pour trouver les fiches qu'il voulait pour faire ses demandes. À l'époque, en fait, ça n'existait pas forcément. Et quand on a sorti la première version, Max, je lui ai donné, en fait, tout de suite, il a compris le truc. Je me souviens parce que c'était un week-end, et on avait été au resto sur la grande place de Lille. Bon, moi, j'étais avec mes copains, et Max toujours un peu dans sa bulle, c'est tout. Et en fait, on sort de là, et puis je lui dis, tiens, Max, regarde,
là j'ai fait ça pour toi, est-ce que ça t'intéresse? En fait, je te dis, tout de suite, il a vu le truc, il a commencé à cliquer, il a compris que ça parlait, et je me souviens très bien que, je crois qu'il était sur l'étiquette merci ou un truc comme ça. Et en fait, tout de suite, il s'est mis à rigoler et à sauter de joie, quoi, en fait. Enfin, ça m'avait vraiment touché, parce que, quelque part, c'était la première fois que lui utilisait déjà l'application que j'avais développée avec d'autres, et que c'était comme s'il y avait une voix, enfin, comme s'il verbalisait quelque chose, pour de vrai. Et voir sa réaction, ouais, moi, ça m'avait beaucoup touché. Et pour le coup, à ce moment-là, je m'étais vraiment senti utile et un peu connecté à lui, et je m'étais dit, ouais, génial, on va pouvoir développer plus de relations, on va pouvoir plus le comprendre. Finalement, il va avoir que ce périmètre-là pour s'exprimer. Donc on va dire, pour tout ce qui était demande au quotidien, ça fonctionnait bien. Mais après, pour réellement comprendre ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait, tout ça, là par contre c'était plus limité. Donc là, c'est un peu ma petite frustration. Tu vois, quand je te disais par rapport à cette histoire de guêpe, j'adorerais savoir quel est le fond de sa pensée. Qui me dise ah bah oui, en fait, les guêpes et les abeilles, c'est des animaux qui se comportent comme ça. Si ça se trouve, tu vois, il serait capable de sortir une réponse comme ça. J'adorerais savoir. Je pense que ça, c'est un des trucs que j'aimerais faire. Ouais. C'est vraiment l'aider à verbaliser, pas simplement des trucs des demandes de la vie courante, parce que ça, globalement, il sait à peu près se faire comprendre par des gestes, par des regards, par des trucs. Ça, globalement, il sait se faire comprendre. Mais aller plus loin, tu vois, ce que nous, on arrive à exprimer, notre ressenti, etc., ça, j'adorerais pouvoir l'aider, ouais. Ça, c'est quelque chose... ouais. Je pense que c'est un challenge que j'aimerais faire, un de ces quatre, quoi. Je m'appelle Antoine, je suis le grand frère de Maxime. De manière générale, Maxime aime être en mouvement, que ce soit sur des jeux de ballon où on peut se passer la balle à la main, au pied. On fait les choses avec lui, il arrive à suivre le mouvement, et après de manière un petit peu plus sportive, sur le vélo. Au début, au fur et à mesure, on a allongé un petit peu les parcours, les distances. Moi, je devais avoir toujours à peu près la quinzaine dans les souvenirs les plus marquants avec Maxime. Et à l'époque, surtout dans les Vosges, il peut y avoir un petit peu de relief. Il n'y avait pas de vélo électrique, et quand il était en vélo simple, ça commençait à être un peu compliqué parce qu'il commençait à faire son poids. Donc mettre la main un petit peu derrière le dos pour aider lorsque c'était plus difficile en grande montée. Parce que Max pédale très facilement, mais quand l'effort est plus dur, il a besoin un petit peu d'une assistance parce qu'il n'aime pas se faire violence directement lui-même. Et puis est venu le moment où on a investi dans un tandem de sport. À l'époque, il y en avait très peu. Et ça a été un super investissement parce que ça a permis vraiment de partager de manière simultanée et avec un effort plus partagé encore le goût du VTT. Et du coup, c'était souvent moi devant, Max derrière, et ça permettait de faire des sorties assez longues avec dénivelé, et dans lesquelles Max avait du plaisir. Donc la plupart du temps, je me souviens d'une sortie quand même où je pense que les conditions météo n'étaient pas réunies, où ça grimpait dur, et on sentait que là, une des premières fois, je sentais qu'il gémissait un petit peu, qu'il avait envie d'arrêter. C'était sur une route forestière, donc vraiment en pleine forêt dans les Vosges du Nord. Donc il y avait à peu près 500 mètres de dénivelé à franchir. Donc sur 4-5 km, donc ce qui fait quand même un bon ratio en termes de pente. Et je sentais du coup qu'il mettait pas le coup de pédale qu'il avait l'habitude de mettre. Et là, je me suis un peu énervé, remobilisé, et bizarrement, il s'est aussi remis petit à petit dedans et à refournir un effort. Et c'était une des premières fois où je l'ai vu vraiment dans la difficulté, se remobiliser, reprendre le dessus, et ouais, j'étais fier de lui. Parce que je sais que c'est aussi un peu contre sa nature.
Les sportifs connaissent les paliers d'effort, de douleur, et effectivement, il y a un moment où le mental doit reprendre le dessus sur le corps parce qu'il est dans le dur. Et je pense que pour la plupart des autistes, se dire je me fais violence, c'est pas ce qu'ils cherchent forcément. Ils cherchent plus un cercle de confort, du plaisir, une certaine répétition. Et là, on sortait concrètement d'une zone de confort avec des conditions extérieures et du coup aussi des sensations dans son corps, je pense, qui devaient être désagréables. Et alors je sais pas si c'est le fait d'être à deux, de se remobiliser, d'échanger, mais de lui-même en fait, il a accepté de reprendre le dessus, en fait, de fournir un effort supplémentaire et c'est là où on voit quand même des ressources aussi insoupçonnées et qu'on a tous en nous en fait et que Maxime a su exprimer aussi à ce moment-là, donc c'est chouette. Et on l'a fait ensemble. Et ça, c'était un souvenir assez fort de sport. Même si, voilà, la difficulté avec Maxime, c'est qu'on ne peut pas le réévoquer par la suite. Alors que je l'aurais fait avec... je l'ai vécu aussi un moment comme ça en tandem avec un autre de mes frères. Bah, ça, on peut se le raconter a posteriori, autour d'une bière, d'un truc. Et voilà, c'est des souvenirs qui reviennent. Bon, avec Maxime, moi, c'est un souvenir que j'ai en moi, mais je ne peux pas spécialement... réévoquer en fait et revivre verbalement. Moi c'est Jocelyn, j'ai 29 ans, je suis le petit dernier. Nos chambres étaient pas très loin, on a grandi dans une maison à la campagne, une grande maison, on a toujours très bien cohabité. Comme mon plus grand frère a 13 ans de plus que moi et le deuxième 10 ans de plus, en fait très vite ils sont partis de la maison pour leurs études supérieures. J'ai pas trop côtoyé mes frères au quotidien, je les ai souvent côtoyés tous les week-ends, et de temps en temps en vacances, mais c'était assez rare. Alors que Maxime, tous les soirs, je le voyais, et à chaque fois qu'on partait en vacances, on était ensemble. Donc j'ai plus en fait au final été proche de Maxime que de mes deux autres grands frères. Ça à deux, en fait dès qu'on était en vacances, notamment quand j'étais petit ado, j'adorais les jeux vidéo, et on jouait à deux. Et en plus ça me faisait plaisir parce que il y a des jeux auxquels je joue tout seul, mais c'était une façon de faire participer Max aussi. Donc naturellement, je le cherchais, j'allais le stimuler et je voyais que ça lui plaisait. Donc ça me faisait plaisir de trouver des activités ou des points communs qu'on avait tous les deux. Alors le principe d'Aladin, c'est un jeu d'aventure qui se passe en 2D, où on évolue dans l'univers d'Aladin. Et le but du jeu, c'est d'avancer dans des niveaux. En fait, ça ressemble vraiment comme de gouttes d'eau à Mario. Je pense que tout le monde voit à quoi ça ressemble Mario. Les premiers Mario en 2D. Là, c'est la même chose. On doit aller avec Aladin de la gauche vers la droite de l'écran. On doit éviter des ennemis, leur sauter dessus, leur lancer des pommes, sauter sur des plateformes, esquiver des ennemis. Et plus on avance dans les niveaux, plus c'est compliqué. Donc c'est un jeu qui demande assez de techniques mécaniques, une certaine agilité, une certaine réflexion, une certaine dextérité au niveau des doigts et une habilité mentale aussi, parce que franchement, c'est un jeu qui est pas simple pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Et Max, lui, il est quand même très à l'aise là-dessus, très agile, il sait comment évoluer dans le monde parfaitement. Donc, je sais pas dire s'il est à l'aise avec une bonne oreille interne, mais en tout cas, il a une capacité d'analyse qui est très forte, parce qu'il sait parfaitement comment lancer les projectiles sur les ennemis, comment sauter sur les ennemis à quel moment, il connaît très bien les timings, il connaît très bien les niveaux, et ça, ouais, c'est assez impressionnant. Donc il y a des fois, on aura le sentiment qu'il est un peu nul sur certains jeux, alors pas du tout, en fait, il s'en fiche. Par contre, Aladin, pareil, il s'en fiche de gagner, mais parce qu'il veut aller au niveau suivant, parce qu'il y a des musiques qui vont plus l'attirer, ou parce qu'il y a des bruits qui lui font plaisir, il va faire le premier niveau avec une aisance déconcertante, en fait. Presque même sans regarder l'écran, au final. Quand ils sautent même sur des méchants, les méchants, pour dire qu'ils se sont fait sauter dessus et que ça fait mal, ils font un bruit, ça fait une espèce de houille, qui est assez rigolo, assez imagé. Et ça, il aime bien, donc ça le fait rire, même quand il saute sur un ennemi et qu'il y a ce bruit. Donc je sais pas s'il comprend derrière que l'ennemi meurt, en tout cas il comprend qu'il y a un bruit rigolo. Quand on est focus sur une tâche, on est focus. Et lui, je sais pas si il arrive à faire plusieurs choses en même temps. Je sais pas, je me pose encore la question. Mais il peut tourner la tête, donner l'impression qu'il regarde pas. En fait, il ziote avec les yeux,
où il connaît parfaitement, je sais pas, les timings, où il sait à quel moment il est, à quel instant. Et du coup, par exemple, il va ne pas regarder l'écran, mais continuer d'avancer, puis c'est très court, hein, le temps de 3 secondes dans le jeu. Là où nous, si on se rapproche du vide, on va être un peu stressé. On se dit, wow, c'est le moment où on se rapproche du vide, attention. Lui, à ce moment-là, il peut continuer d'avancer, sauter, pour continuer de regarder l'écran, retourner la tête, regarder, voilà. Mais je pense que c'est parce qu'il sait parfaitement où il est dans le monde, à quel moment. Et donc, il n'a pas besoin d'être focus comme nous, par exemple. Puis en plus, lui, il n'a pas la notion de, de gagner ou de perdre. Donc là, nous, on va être pris au jeu par, mince, on va avoir une certaine forme de pression. Lui, pas du tout. En fait, il est très relax quand il joue, parce que je pense que derrière, il n'a pas ce rapport, à la victoire, à la défaite. Max, c'est un très mauvais compétiteur, hein. Si tu veux gagner dans un sport, ne joue jamais avec Max, hein. Par contre, si tu veux t'amuser, oui. Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, direction le salon où François nous a rejoints pour en parler ensemble. Oui, en parlant des Vosges et de tandem, il y avait une anecdote assez croustillante que tu pourrais raconter. Oui, une fois j'ai perdu Maxime en descente, oui. Mais c'était une descente. J'étais seul avec lui en fait. C'était un applique. À un moment, j'ai dû toucher au niveau des pédales. Maxime a dû toucher. Donc du coup, il s'est trouvé quasiment éjecté. Et j'ai fait toute la descente en me disant ça freine pas bien de l'arrière, c'est bizarre quand même et tout. Et puis j'étais là, je suis encouragé, je me disais c'est bien Maxime, on y est presque et tout. Et puis quand je suis arrivé en bas, je me suis retourné, il n'était pas là. Et j'ai vu Maxime qui arrivait mais bien au-dessus. Ça fait 200-300 mètres que je l'avais largué. Et puis c'était rien fait, hein. On était au ralenti, mais voilà. Pour l'anecdote, évidemment, il ne pouvait pas me le dire puisqu'il ne parle pas. Donc, moi, je continuais. Et c'est vrai qu'à l'époque, il faisait moins de bruit comme il en fait maintenant. Moins de vocalise. Moins de vocalise. Mais oui, j'étais il concentré. crie pas. Non. Donc, non, il ne peut pas te dire hey, stop, je suis tombé ou je suis descendu. ou même les aïe ou des... Non. Il aime bien en fait les moments de Mario bien ciblés. Kart, je sais plus quoi avec il y avait les courses de voitures, je sais plus ce que c'était. Où il me battait régulièrement s'il voulait me battre. Voilà. Alors, sauf quand à un moment il arrête parce qu'il regarde ou il fait autre chose parce qu'il n'a pas l'esprit de compétition. Par contre, s'il veut bien faire les choses, il est imbattable. D'ailleurs, avec les jeux vidéo, il a aussi une console dans les Vosges et quand ses neveux sont là, tes enfants, Antoine. Hein. Ah, ils font des vraies batailles là pour le coup. Et battre Max, c'est quand même un challenge. Ils y arrivent, hein, mais c'est un challenge. Et les enfants, c'est vrai qu'ils sont un peu scotchés. Il n'a pas les mêmes objectifs que nous. Hein. Compétition. Pas du tout. Non. C'est même frustrant parce que quand je jouais aux jeux vidéo avec lui, moi je jouais pour gagner, pour finir le niveau. Et lui, il s'en fiche mais complètement. Il n'a pas cette notion, je pense, de gagner-perdre. Vraiment. Pareil, quand tu meurs dans Aladdin, tu tombes de la plateforme, il y a un ouah. T'as un bruit, donc il fait exprès de mourir. Merci à Maxime, Sylvie, François, Jocelyn, Antoine et Vincent. J'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial qui clôt la saison 1 de C'est ça aussi l'autisme, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Autisme et Famille Hauts-de-France dont je vous ai parlé en début d'épisode. Pour ça, rendez-vous sur le site podcaston.org, je vous ai mis toutes les informations en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et merci pour votre écoute.